Et si un simple poisson pouvait changer le destin d'un jeune serviteur, et réveiller la magie oubliée d'un royaume tout entier? Voici l'incroyable histoire de Théobald, le garçon qui écoutait les bêtes, et de la princesse aux cheveux d'or. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Il était une fois, dans les terres reculées du royaume d'Orval, un vaste territoire d'inspiration européenne, bordé de montagnes brumeuses et de forêts épaisses, un château ancestral nommé Galdemar. Ce château, fait de pierres grises et couronné de hautes tours gothiques, abritait un roi sévère, réputé pour sa richesse mais aussi pour sa froideur. Dans les cuisines du château, où les fourneaux fumaient du matin au soir et où l'on entendait constamment le cliquetis des chaudrons et des couteaux, travaillait un jeune serviteur du nom de Théobald. Fils d'un forgeron mort à la guerre, il avait été recueilli enfant par le cuisinier en chef. Depuis, il épluchait les légumes, lavait les chaudrons et désarrêtait les poissons en silence, sans jamais se plaindre. Âgé de 17 ans, frêle mais vif d'esprit, Théobald avait les cheveux bruns en bataille, les yeux clairs comme le ciel d'hiver, et un regard curieux qui observait tout. Les autres serviteurs se moquaient de lui parce qu'il posait trop de questions sur les étoiles, les oiseaux, et les plantes. Mais Théobald rêvait. Il rêvait d'un jour pouvoir quitter la cuisine, voir le monde au-delà des remparts, et peut-être découvrir un secret assez grand pour changer son destin. Mais à Galdemar, le destin des pauvres n'était pas de rêver. On naissait pour servir et on mourait pour être oublié. C'est pourtant dans cette cuisine enfumée, un matin d'automne, que sa vie allait basculer, à cause d'un poisson pas comme les autres. Ce matin-là, la bruine s'infiltrait par les fenêtres à barreaux des cuisines. Un silence pesant régnait, brisé seulement par le craquement du bois humide dans le four et le grincement du vieux couteau de Théobald sur les arêtes d'un brochet. Le roi avait exigé un festin pour célébrer l'arrivée de marchands vénitiens, et la cuisine entière s'affairait à préparer mets raffinés et poissons d'eau douce pêchés dans le lac sacré de Marenval. Théobald plongea la main dans le dernier panier. Ses doigts effleurèrent des écailles d'une douceur étrange. Lorsqu'il le tira à la lumière, il écarquilla les yeux. Le poisson n'était pas comme les autres. Il n'était ni brochet, ni carpe. Ses écailles semblaient d'argent pur, bordées d'un éclat bleuté. Ses yeux brillaient d'un éclat saphir, presque humain. Et surtout, il respirait encore. Au moment où Théobald le posa sur la planche, le poisson ouvrit la bouche. Une voix cristalline, douce comme une harpe, s'échappa de ses lèvres invisibles. « Si tu me manges, ton destin changera. Mais sache que ce don aura un prix. » Le jeune serviteur recula, bouleversé. Il balaya la pièce du regard. Personne ne l'avait entendu. La voix venait-elle de son esprit? De ses rêves trop fous? Son cœur battait à tout rompre. Affamé, curieux, et poussé par un instinct inexplicable, Théobald ferma la porte à double tour, fit cuire le poisson à part, et le mangea seul, lentement, jusqu'à la dernière bouchée argentée. Il ne le savait pas encore, mais en mangeant ce poisson, il venait de briser l'ordre du monde ancien. Théobald resta immobile, les mains encore grasses de la chair du poisson, le regard perdu dans les flammes du four. Ce n'était pas un repas ordinaire. Son ventre était repu, oui, mais son esprit bourdonnait comme une ruche. Il entendait tout. Le craquement du pain qui levait sur les étagères. Le murmure des flammes. Et les pensées des rats sous le plancher. Il a osé. Il a mangé le gardien. Chuchotait une petite voix sous la pierre. Théobald recula brusquement. Il s'accroupit, souleva une latte branlante, et vit deux yeux ronds d'un rat gris le fixer avec stupeur. Le rongeur, tremblant, articula distinctement. « Tu entends ma voix, humain. » Le jeune homme, livide, hocha la tête. Il comprenait. Non, il entendait. Les rats, les oiseaux qui nichaient dans les combles, les chiens de garde du château. Tous parlaient, et il les comprenait. Il courut jusqu'à l'arrière-cour. Un moineau le salua d'un gazouillis parfaitement articulé. « Bonjour, fils du poisson. Tu es le porteur de l'écoute éternelle. » Mais à ce moment précis, la peur le saisit. Il avait volé ce don. Mentir au roi, cacher ce qu'il avait mangé, cela était passible de mort. Pourtant, une part de lui se sentait éveillée. Plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Ce soir-là, allongé sur un lit de paille, les yeux ouverts vers le plafond, Théobald prit sa décision. Il garderait le secret du poisson.
Il se servirait de ce don pour faire le bien, discrètement. Il aiderait les animaux, le peuple, et, peut-être, découvrirait un sens à cette étrange bénédiction. Mais dans l'ombre de la cour, une oreille indiscrète avait tout entendu. Les jours suivants furent comme un rêve éveillé pour Théobald. Chaque matin, il se levait avant les autres, écoutant les premières conversations des corneilles perchées sur les tours du château. Il leur parlait en silence, et elles lui répondaient, racontant les nouvelles du royaume, les dangers sur les routes, les colères du ciel. Il apprit vite à se servir de ce don sans éveiller de soupçons. Un jour, il retrouva le chien de chasse favori du roi, disparu depuis 2 jours, en suivant les indications d'un couple de belettes qui vivait sous les murs. Une autre fois, il évita que le feu ne ravage les cuisines en entendant l'alerte d'une chauve-souris qui vivait dans la cheminée. Le cuisinier en chef le regardait désormais avec un respect mêlé d'inquiétude. Mais ce fut lors d'une grande crise que son pouvoir révéla toute sa puissance. Une nuit, des loups affamés encerclèrent le village voisin, menaçant le bétail et les paysans. Théobald, guidé par les cris paniqués des oiseaux nocturnes et les chants apeurés des vaches, se rendit seul dans la forêt. Là, il parla aux loups. Il les écouta. Ils avaient faim, chassés de leur terre par la guerre humaine. Il leur promit nourriture. En échange, ils épargnèrent les hommes. Quand les gardes du roi arrivèrent, les loups avaient disparu, et le troupeau était intact. Théobald, modeste, ne dit rien. Mais bientôt, les rumeurs coururent, un serviteur parlait aux bêtes. Un simple marmiton qui savait trop de choses. Le roi, intrigué, ordonna qu'on l'observe discrètement. Car un homme qui comprend les bêtes, pouvait bien comprendre les secrets des hommes. À partir de cette nuit-là, Théobald ne fut plus simplement le garçon des cuisines. Il devint un mystère vivant dans les couloirs du château. Le roi, homme rusé, sentait que ce jeune serviteur possédait un talent rare, peut-être même dangereux. Mais au lieu de le punir, il décida d'en profiter. Il le convoqua un matin dans la salle du trône, vaste pièce tapissée de velours pourpre et ornée de vitraux représentant les rois d'antan. Là, devant toute la cour, il lui lança un défi. « Toi, qui parles aux bêtes, dis-moi pourquoi mes chevaux refusent de galoper en direction de la vallée noire. » Théobald, la gorge sèche, demanda à parler aux chevaux. Escorté jusqu'aux écuries, il posa doucement la main sur le museau d'un vieux destrier blanc. L'animal frissonna, puis murmura. « La vallée est hantée. Sous ces roches d'or une bête qu'aucune selle ne devrait frôler. » Le roi, impressionné, envoya une patrouille qui découvrit un nid de dragon-lézard sous les falaises. Théobald avait vu juste. Dès lors, il devint conseiller animalier royal, un titre jamais vu jusque-là, mais qui éveilla les jalousies. Les nobles ricanaient. Les soldats le dévisageaient. Mais le peuple l'aimait. Dans les rues de la cité, on racontait que les chiens s'inclinaient sur son passage, que les chouettes lui parlaient de nuit, et que les chats le suivaient comme des ombres bienveillantes. Théobald, sans le vouloir, était en train de gravir les marches du pouvoir, non par l'épée, ni par la richesse, mais par l'écoute et la compassion. Mais plus il montait, plus les regards devenaient lourds. Et dans le silence de la nuit, un vieux cœur royal commençait à battre avec envie. Un matin d'été, alors que le soleil baignait les jardins du château de Galdemar d'une lumière dorée, une rumeur précéda l'arrivée d'un étrange cortège. Des cavaliers vêtus de blanc et d'or traversèrent les portes de la cité, précédés d'un étendard frappé d'un lys d'ambre. Au centre, dans un carrosse sculpté de bois d'if et orné de miroirs enchantés, se tenait la princesse Isolde, héritière du royaume lointain d'Illyria. Mais ce qui stupéfia tout Orval n'était pas sa beauté, bien que celle-ci fût digne des ballades les plus anciennes, c'était sa chevelure, longue et dorée comme un champ de blé sous le soleil, tressée avec des fleurs vivantes qui ne fanaient jamais. On disait que ses cheveux avaient été bénis à sa naissance par les fées du lac d'Azuréline, et que quiconque les touchait voyait ses rêves révélés ou brisés. Isolde n'était pas venue pour un mariage diplomatique. Non. Elle avait posé un défi à tous les royaumes d'Europe. Je n'épouserai que celui qui résoudra 3 énigmes que ni roi, ni mage, ni savant ne pourra comprendre. Le roi d'Orval, avide d'alliance et fasciné par cette princesse fée, déclara vouloir relever le défi. Mais lui-même, déjà vieux et peu versé dans les mystères, convoqua en secret celui en qui il voyait son outil providentiel, Théobald. Tu m'aideras à résoudre ces énigmes. Et si je gagne sa main, tu seras récompensé au-delà de tes rêves. Théobald, le cœur partagé entre loyauté et malaise, accepta.
car lorsqu'il croisa le regard d'Isolde, un frisson ancien courut le long de son échine. Il ne savait pas encore qu'un autre destin, bien plus vaste, l'attendait. Le grand hall du château de Galdemar fut préparé comme jamais auparavant. Des tentures d'or pendaient du plafond voûté, et des chandeliers magiques flottaient au-dessus de la cour réunie. À l'avant, la princesse Isolde, drapée dans une robe couleur d'aurore, trônait sur un siège de cristal vivant. Son regard était doux, mais perçant comme l'acier d'une lame elfique. 3 prétendants s'étaient avancés avant le roi, un duc, un alchimiste, et un chevalier. Tous échouèrent, incapables de répondre aux énigmes de la princesse, qui, calmement, les remercia puis les congédia avec grâce. Puis vint le tour du roi. Derrière lui, dissimulé dans les ombres des piliers de marbre, Théobald attendait, le cœur tambourinant. Il savait que sa voix ne devait pas être entendue. Le roi ne voulait pas qu'on découvre sa dépendance envers un simple serviteur. La première énigme tomba comme un sort. Qu'est-ce qui parle sans bouche, entend sans oreille, et pourtant fait naître la vérité? Théobald ferma les yeux, écouta le murmure d'un corbeau perché aux fenêtres. Le vent, dit l'oiseau. Le roi répéta la réponse. Isolde sourit légèrement. La deuxième énigme. Plus je suis retiré, plus je grandis. Que suis-je? Une araignée, glissée dans la manche de Théobald, murmura. L'ombre. Encore juste. La dernière énigme, la plus difficile. Je vis entre les mots, je fuis le mensonge, je suis le cœur de toute histoire. Qui suis-je? Le silence tomba. Même les oiseaux se turent. Puis, très doucement, une luciole se posa sur la main de Théobald et murmura. La vérité. Le roi la prononça. Le silence fut rompu par l'applaudissement des arbres eux-mêmes, car la magie avait reconnu la réponse. Isolde inclina la tête. Le roi avait gagné, ou du moins, le monde le croyait. Mais elle avait senti autre chose. Un regard sincère derrière le trône. Un esprit modeste et lumineux. Le soir même, les cloches de Galdemar sonnèrent la victoire. Le roi célébrait son triomphe dans la grande salle, les coupes débordaient de vin doré, et la musique dansait dans les voûtes. Officiellement, il avait résolu les 3 énigmes. Officiellement, la princesse Isolde serait sienne. Mais dans son regard se cachait une inquiétude. Une ombre. Car Isolde, plus sage qu'il ne le pensait, ne s'était pas laissé duper. Elle avait vu, dans les reflets des vitraux, le visage de Théobald, chuchotant dans l'ombre. Elle avait reconnu la vérité, et elle voulait le rencontrer. Mais le roi, sentant le sol trembler sous ses pieds, décida d'agir avant qu'elle ne le demande. Tard dans la nuit, alors que Théobald sortait nourrir les animaux du palais, une main gantée lui plaqua un tissu humide sur la bouche. Quand il se réveilla, il était enfermé dans les geôles profondes de la tour nord, là où l'on oubliait les âmes. Le roi déclara que Théobald avait trahi le royaume, qu'il s'était vanté de pouvoirs interdits, que sa magie était née du démon. Personne n'osa protester, sauf les bêtes du château. Cette nuit-là, les chats miaulèrent à la lune, les chevaux piétinèrent furieusement, et les chouettes refusèrent de dormir. Dans l'ombre froide de sa cellule, Théobald, meurtri, ne comprenait pas. Il avait ou donné. Il avait agi avec loyauté. Pourquoi l'enfermait-on pour avoir dit la vérité que les autres n'osaient entendre? Mais au cœur de la trahison, l'espoir s'allumait. Car dehors, quelque chose se préparait. Quelque chose de plus ancien que les rois, plus juste que leurs lois. Et dans la chambre haute de la tour d'argent, Isolde se tenait debout, les cheveux d'or flottant à la fenêtre, murmurant. Je sais qui tu es, et je viendrai. Dans la geôle glacée du château, Théobald restait assis, dos contre la pierre humide, les yeux mi-clos. Les jours et les nuits se confondaient dans le silence. Pourtant, il n'était pas seul. Chaque nuit, les murmures revenaient. Une fourmi lui contait les passages secrets des souterrains. Une araignée tissait un plan dans l'ombre. Un hibou, depuis la meurtrière haute, transmettait ses paroles au monde extérieur. Un matin, un grondement discret fit vibrer les murs. Puis des pas. Des centaines. Des pattes. Des griffes. Des ailes. Le peuple animal s'était rassemblé. Une armée de bêtes surgit dans les couloirs du château, renards, loups, hiboux, belettes et même les corbeaux des forêts lointaines. Guidés par le vieux cheval blanc du roi, ils investirent les lieux en silence.
Les gardes, pris de panique, n'osèrent lever leurs épées contre cette force étrange et silencieuse. À la tête de cette révolte douce, la princesse Isolde elle-même, vêtue d'une simple cape, descendit jusqu'au geôle. Elle trouva Théobald affaibli, mais son regard brûlait d'une lumière intacte. Elle s'agenouilla devant lui, dénoua les chaînes, et murmura. Ce n'est pas à un roi de voler les mots d'un cœur juste. Le vrai héros n'est pas celui qui répond, mais celui qui écoute. Ensemble, ils remontèrent. Le roi, furieux, les attendait dans la salle du trône. Mais lorsqu'il vit les animaux former un cercle autour du jeune homme et de la princesse, lorsqu'il vit les corbeaux se percher sur ses bannières, il comprit, le trône ne lui appartenait plus. La nature elle-même réclamait justice. Et dans le silence du vent qui soufflait à travers les vitraux, un changement profond s'était enclenché. Le roi fut banni ce soir-là, sans violence, sans guerre. Il quitta le château de Galdemar seul, sous le regard des corneilles, dépouillé de ses titres, emportant seulement son manteau d'orgueil. Il disparut dans les forêts du Nord, et nul ne parla plus de lui. Le peuple acclama Théobald, non comme un roi de naissance, mais comme un roi de cœur. Les animaux s'inclinèrent devant lui. Les arbres murmurèrent son nom. Il refusa la couronne d'or, mais accepta de gouverner avec la princesse Isolde, non au-dessus du peuple, mais au milieu de lui. Sous leur règne, Galdemar devint un royaume vivant, les jardins reprirent leur souffle, les récoltes furent abondantes, les bêtes sauvages protégées, les malades soignés grâce aux herbes qu'enseignaient les renards. Des enfants étudiaient sous les arbres, guidés par les chouettes et les conteurs. Isolde, les cheveux toujours d'or, fit tisser une robe à partir des pétales de toutes les saisons. Elle refusait les bijoux, préférant les mots et les gestes. Théobald, lui, marchait chaque matin dans la forêt, saluant les créatures qu'il avait autrefois écoutées dans le silence des cuisines. On dit qu'ils vécurent longtemps, mais jamais enfermés dans un château. Ils bâtirent une nouvelle cité, faite de pierres, de bois et de promesses. Et lorsqu'ils disparurent enfin, dans la lumière d'un crépuscule étrange, certains disent qu'ils furent changés en étoiles, l'une brille d'un or éternel, l'autre écoute le vent. Et là où brillent ces deux astres, commence la légende de la princesse aux cheveux d'or, et du garçon qui écoutait les bêtes.